Bonjour Monsieur Broman, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici pour débattre sur un sujet, l'humanitaire. Nous sortons d'une conférence avec Monsieur Frédéric Joly, porte-parole du CICR, du Comité international de la Croix-Rouge. Donc, nous travaillons sur l'humanitaire depuis le début de l'année. Nous avons été par exemple au Forum pour la paix et donc nous allons pouvoir commencer, si vous le voulez bien. Alors, ma première question, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, votre parcours professionnel. Donc je m'appelle Ronnie Broman, j'ai 62 ans. Je suis médecin avec une qualification en médecine tropicale et en épidémiologie. J'ai eu quelques expériences professionnelles diverses de médecin de marine, de médecin épidémiologiste à l'INSERM, mais en fait l'essentiel de mon parcours, à la fois sur le plan de l'engagement et de mon exercice professionnel, s'est fait avec Médecins sans frontières, que j'ai rejoint en 1978, dont je suis devenu le président en 1982. J'ai quitté la présidence en 1994. Et depuis lors, à la demande de MSF, je suis quand même resté avec un pied à l'intérieur, puisque j'ai un rôle de conseiller et de formateur, aux côtés de plusieurs autres personnes qui ont également une expérience de terrain et une formation en sciences sociales. Nous sommes donc conseillers pour le positionnement opérationnel, pour le positionnement public également de Médecins sans frontières. Et par ça, ou en relation avec tout cela, j'ai rédigé plusieurs livres, plusieurs articles, j'ai participé à plusieurs films, documentaires toujours, en relation avec, disons, les réflexions que m'inspirait l'action humanitaire. D'accord, merci. Nous allons passer à la prochaine question, qui est la suivante. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans l'humanitaire? Mais à vrai dire, quand j'ai rejoint Médecins sans frontières, je ne me suis pas engagé dans l'humanitaire, au sens où le mot humanitaire n'était pas présent dans mon esprit. Et c'est l'occasion pour moi de signaler que c'est un terme qui n'est pas nouveau, bien sûr, qui a son origine pas si ancienne que ça, au demeurant, dans le premier tiers du 19e siècle. On estime que c'est à peu près vers les années 30 du 19e siècle que ce terme a vu le jour. Mais il est devenu populaire au sens où il est devenu largement utilisé, au point que dans votre classe, comme d'ailleurs dans différents établissements, on peut consacrer un moment du travail, de l'enseignement, à comprendre de quoi il s'agit, au point également qu'il y a des formations universitaires qui traitent de ces questions-là, de coopération, d'aide au développement, d'aide humanitaire. Donc, c'est un terme qui a pris racine, qui s'est installé dans le paysage public, mais c'est relativement récent, relativement récent aux yeux d'un homme comme moi qui suis quand même assez âgé. Mais disons, dans la première partie de ma vie, ce terme n'existait pas vraiment. Mais l'idée, naturellement, de rendre service, de se rendre utile, de faire, pour ce qui me concernait, de la médecine en situation de crise épidémique ou de conflit armé ou de situation d'exception, disons. Ça m'attirait beaucoup, surtout que je venais d'un parcours, je ne l'ai pas évoqué parce que je n'ai parlé que de mes engagements professionnels, mais j'ai été aussi engagé politiquement à l'extrême gauche. J'ai rappelé mon âge, donc je suis de la génération de 68, puisque j'avais 18 ans en 68, j'étais étudiant à l'époque. Et donc, ce qui se passait dans le monde, le tiers-mondisme, les soulèvements populaires, et donc, d'une certaine manière, les conflits, violents ou pas, m'intéressaient énormément. Et je n'en connaissais rien. Je connaissais leur existence,
mais je n'en savais pas plus. Et donc, c'est largement la curiosité qui m'a, la curiosité politique, la curiosité culturelle, sociale, bref, la curiosité pour le monde qui m'a attiré vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanitaire. Mais même Médecins sans frontières ne se définissait pas comme humanitaire. C'était pas dans la charte, c'était pas dans les textes de MSF. Bref, euh, c'est autant le désir de me rendre utile avec mon métier de médecin que le désir de connaître un peu ces sociétés sans être un pur spectateur, sans être un observateur extérieur, mais en étant impliqué dans leur vie, comme peut l'être un médecin plongé dans une société donnée. Voilà ce qui m'a motivé. Merci de nous avoir répondu. Je vais vous poser une autre question. Quelle a été l'expérience la plus marquante pour vous dans le cadre de vos fonctions? Ça fait presque 45 ans que je suis dans cette activité. Donc j'ai été marqué par un certain nombre de situations et pour moi, répondre à cette question, enfin la réponse à cette question est vraiment tributaire du moment auquel on la pose, de l'humeur dans laquelle je me sens, c'est parce qu'il y a plusieurs réponses. Mais disons, pour en isoler une parmi d'autres, c'est la famine en Éthiopie de 1984-1985, qui a été pour moi le moment où je me suis aperçu que une aide matérielle et en service, comme l'est par exemple l'aide de Médecins sans frontières, on apportait des nourritures spécialisées pour les enfants affamés, des équipes médicales pour soigner, chirurgicales pour opérer. Enfin, c'est ça que j'appelle aide matérielle et aide en service. Que cette aide-là pouvait être détournée, plus exactement dévoyée, au service d'un projet politique qui était effroyable, puisqu'il s'agissait de déporter par centaines de milliers d'abord, puis par millions ensuite, des populations entières du nord du pays vers d'autres régions de ce pays dans le cadre d'un remaniement politique en profondeur, en quelque sorte une politique stalinienne qui était menée dans ce pays. Et donc je me suis aperçu, mais il a fallu du temps pour ça, peu à peu, que notre travail servait en fait à attirer des gens dans des camps qui étaient rassurés par la confiance qu'on pouvait inspirer en tant qu'équipe étrangère, donc et bénéficiant, enfin, étant considéré comme un peu l'œil de l'opinion mondiale sur la situation en Éthiopie, donc ce qui donnait un caractère rassurant à notre présence, qui était considérée comme protectrice, mais en fait, il n'en était rien. Euh, Au bout d'un certain temps, les camps dans lesquels nous travaillions ont été littéralement pris d'assaut par des milices armées qui ne tiraient pas, hein, mais qui menaçaient et qui embarquaient à la pointe du fusil chaque fois des centaines, voire des milliers de personnes pour les envoyer de force vers une destination lointaine dans le sud du pays où ils étaient regroupés dans de véritables camps de travail. Et donc, je me suis aperçu que notre aide servait un régime oppressif et en plus, vu les conditions dans lesquelles ces gens étaient embarqués, littéralement stockés dans des petits camps de concentration, puis envoyés dans ce qu'on appelait des nouveaux villages, des nouvelles zones d'installation, qui étaient plutôt des camps de travail, enfin qu'on pouvait renommer camps de travail. Et c'est cela qui, en 1985, tuait plus que la famine de 1984. Et donc notre aide était devenue un instrument d'oppression et de mort. Ce régime ne voulait pas tuer les gens. Il voulait simplement les asservir, construire une société bolchevique, communiste, selon le modèle stalinien. Et donc, c'était pour un bien futur que tout cela était réalisé. Mais dans le présent, c'était une véritable catastrophe, une catastrophe humaine, une catastrophe humaine. Et donc, notre aide, finalement, tuait plus qu'elle ne sauvait.
Et ça a été une sorte de rappel à la réalité que lorsqu'on fait de l'aide humanitaire dans des situations de crise, on n'est jamais certain du résultat. C'est toujours un pari, une hypothèse, une volonté. Enfin, tout ça, c'est très, très clairement le cas, mais on n'est jamais sûr de ce qui va se passer ensuite. Ça a été donc un événement marquant. D'ailleurs, on a été expulsé d'Éthiopie parce qu'on a protesté contre ce dévoiement. Et ça a été un événement marquant parce que ça a conditionné une bonne partie de ma conception, et d'ailleurs plus largement, la conception que se faisaient les équipes de Médecins Sans Frontières de leur rôle. Ils étaient un peu moins assurés, un peu moins certains de faire le bien, ou d'apporter du mieux. Disons, faire le bien, c'est un peu grandiloquent, mais d'apporter du mieux, de rendre service, alors même que parfois, notre action peut être retournée contre ceux à qui elle est destinée. C'est exceptionnel, hein. Heureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Mais avoir cette préoccupation-là en tête aide à s'en protéger. D'accord, je vous remercie. Je vais laisser la place à Ryan qui va vous poser d'autres questions. Bonjour Monsieur Broman. Bonjour. Je vais vous poser deux questions. Quel est le regard que vous portez sur l'actualité? Oh, c'est une question très vaste, mais disons que c'est un regard préoccupé, inquiet, notamment pour deux raisons, une circonstancielle et une plus structurelle. La circonstancielle, c'est la guerre en Ukraine et le potentiel de menace qu'elle recèle. Et le côté un peu plus structurel, un peu plus long terme, c'est la question du changement climatique, du dérèglement climatique et de la lenteur avec laquelle le monde réagit à ce phénomène, à cette évolution qui est très préoccupante. Et par ailleurs, d'un point de vue plus, disons, médical, ma formation en médecine tropicale et en épidémiologie ressurgit. Il y a les questions des grandes épidémies qui sont en cours depuis maintenant une trentaine d'années et qui, avec le Covid, sont devenues plus apparentes, même si la question du sida, évidemment, a été tout de même extrêmement bruyante, extrêmement visible. Ce que l'on voit, et que d'ailleurs, qui n'est pas nouveau, hein, qui a déjà 20-25 ans, j'ai fait pas mal de cours, j'ai oublié de dire tout à l'heure que j'étais aussi enseignant à Sciences Po pour des questions d'aide internationale, de coopération, de relations internationales. Et depuis longtemps, j'enseignais à Sciences Po, j'incitais mes étudiants à Sciences Po à faire de la santé publique, pour ceux qui ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire, parce que la santé publique est une discipline d'avenir, notamment à cause des épidémies virales, qui depuis les années 90 se multiplient. Et je dis cela d'un point de vue qui n'est pas du tout catastrophiste. On voit bien avec le sida, comme avec le Covid, que nous sommes équipés pour nous prémunir, pour nous protéger, pour donc ne pas considérer ces épidémies comme une catastrophe qui s'abat sur nous, mais comme un enjeu important de santé publique auquel il faut réagir et qui a un impact sur la façon dont on cultive, dont on élève les animaux, bref, qui a un impact sur les styles de vie, donc qui rejoint les préoccupations d'ordre environnemental et climatique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc épidémie, guerre, dérèglement climatique, voilà ce qui, en tant que médecin et en tant que médecin humanitaire, mais aussi en tant que citoyen, naturellement, parce que c'est aussi un statut que nous partageons tous, c'est ça qui structure un peu mon regard sur l'époque. Merci pour votre réponse. La deuxième question est la suivante. Pouvez-vous nous expliquer la notion d'ingérence? Oui, bien sûr. L'ingérence, c'est le fait de faire effraction de façon illicite, voire illégale,
sur le terrain d'un autre homologue. Par exemple, une famille peut s'ingérer dans les affaires d'une autre famille dans un immeuble en l'obligeant ou en lui interdisant de faire cette petite chose. Un pays peut s'ingérer dans les affaires d'un autre pays en voyant, comme la Russie le fait par exemple en Ukraine. Hein, c'est une ingérence, alors en l'occurrence, c'est une invasion, mais qui est le degré ultime de l'ingérence, mais c'est ce que nous avons fait, par exemple, également, nous, au sens la France, hein, pas nous au sens une génération ou une organisation, mais la France a fait en Libye en 2011. Donc c'est une action qui est une action qui, si je donnais ces exemples, pour montrer que par exemple, quand Amnesty International produit un rapport, prenons le dernier exemple, hein, c'est en plus une situation qui m'intéresse particulièrement, mais ça aurait pu être autre chose. Amnesty sort un document annonçant que l'organisation politique en Israël, dans le cadre du conflit avec les Palestiniens, relève d'un apartheid, peut être qualifié comme tel, comme apartheid. C'est une ONG qui parle de la situation d'un État, ce sont donc deux entités de nature différente. Et là, il me semble qu'on ne peut pas parler d'ingérence. C'est simplement le travail de cette ONG, connue de tous, qui, à d'autres moments, va parler du Guatemala ou de la Russie ou des États-Unis ou de la France sur un sujet donné, qui est celui des droits de l'homme, de l'égalité de tous devant la loi, des abus de pouvoir, etc. L'ingérence, vous voyez, c'est important de voir ce qui est et ce qui n'est pas l'ingérence. Il me semble que pour parler correctement d'ingérence, on doit parler d'entités de même nature, du même ordre, qui se mêlent l'une de l'autre. Alors évidemment, votre question est sous-tendue par la notion d'ingérence humanitaire. Et c'est là que survient le problème. L'ingérence est une pratique qui est aussi vieille que les États. Il y a toujours eu des États plus puissants que d'autres, ou des entités sociales et politiques plus puissantes que d'autres, qui se sont ingérés, qui ont fait effraction, sont rentrés de manière par la force ou imposé des conditions financières, sociales, par leur puissance dans une autre société qui n'était pas la leur. Ça, c'est une pratique que d'ailleurs l'ONU tend à exclure. L'ONU a été aussi créée pour que les souverainetés nationales, la capacité pour chaque pays de décider pour lui-même, soit respectée par les autres. Vous voyez, donc l'ingérence, d'ailleurs en France, l'ingérence est un délit. Il y a des gens qui sont poursuivis pour ingérence dans les affaires d'autrui. Donc, ce que l'on appelle ingérence humanitaire, c'est, à mon avis, un abus de langage. Il n'y a pas d'ingérence humanitaire. Il y a parfois des guerres qui sont menées sous le drapeau du sauvetage désintéressé, en tout cas prétendument désintéressé, et c'est ce qu'on appelle l'ingérence humanitaire. On l'a vu en Somalie en 92, on l'a vu au Kosovo en 99, et on l'a vu en Libye en 2011. Et aujourd'hui, on le voit, mais alors sous un autre angle. Ce ne sont plus les Occidentaux qui soulèvent le drapeau, qui portent le drapeau du sauvetage humanitaire. Ce sont les Russes, enfin, c'est les dirigeants russes. Je rappelle que cette guerre a été déclenchée au motif que les Russes ou les russophones du Donbass, c'est-à-dire de l'est de l'Ukraine, étaient menacés de génocide et qu'il fallait les sauver de ceci. Alors, bon, personne n'est dupe, on voit bien qu'il s'agit d'un bobard, mais sans vouloir établir d'équivalence, parce que les situations sont différentes, je rappelle qu'en 2011, lorsque la France est intervenue en Libye, c'était aussi pour sauver une partie des Libyens d'un génocide supposé, prétendu, qui les menaçait, le génocide de la population de Benghazi. Ceci pour vous dire que quand on veut la guerre, on trouve toujours une bonne raison de la faire. Et que c'est généralement dans cet ordre-là que ça procède. On veut d'abord la guerre, et ensuite
on trouve les raisons indiscutables, en tout cas aux yeux de sa propre population, qui vont permettre de justifier cette décision extrêmement, qui est toujours la plus grave que prend un pouvoir politique, à savoir l'usage de la violence. Dans tous les cas, ça ne donne que des situations terribles, et malheureusement, aujourd'hui, les Ukrainiens payent le prix de cette folie russe, comme les Libyens aussi ont payé le prix de la folie française de 2011. Eh bien, merci. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vais laisser la parole à Kenza. Bonjour, Monsieur Broman. J'ai quelques questions à vous poser. Vous avez écrit sur les rapports à l'autorité dans l'histoire. Quel est le rapport avec votre parcours et avec l'actualité éventuellement? Le rapport avec mon parcours, il est direct, puisque travaillant à Médecins sans frontières, enfin, puis ayant été un dirigeant de Médecins sans frontières, j'ai toujours voulu, quand j'étais le président de cet organisme, j'ai toujours voulu l'amener dans des situations de crise majeure. C'était là, à mon avis, qu'on pouvait se rendre le plus utile, qu'en tant que médecin libre de notre parole, on pouvait aider des gens, non seulement dans leur survie, mais aussi dans leur apparence publique, c'est-à-dire en aidant à faire connaître leur situation par notre liberté d'expression, par notre capacité à mobiliser de temps à autre les médias. Du coup, je me suis souvent trouvé, enfin, je personnalise, je parle à la première personne parce que c'est moi qui suis en face de vous, mais il faut toujours comprendre que c'est collectif, hein, que Médecins sans frontières, ce n'est pas c'est un collectif par définition, on ne fait rien tout seul. Mais bon, je continue à la première personne du singulier. Je me suis trouvé dans des situations, disons, où le pot de terre se confrontait au pot de fer. Le pot de terre d'une organisation humanitaire face au pot de fer d'un État doté d'une police, d'une armée, d'une autorité qu'il peut faire respecter. Donc la manière dont on se confronte à la force, à la puissance, les rapports entre les individus et la violence politique, mais également la façon dont on se pose en tant que victime d'un pouvoir politique et dont on peut parfois utiliser ce statut de victime qu'on a subi dans le passé pour opprimer d'autres dans le présent. Voilà tout ce qui m'a intéressé. Voilà comment résumer, disons, cette réflexion que effectivement j'ai menée dans différents articles, livres ou même un film sur Eichmann. Et c'est en effet directement en rapport avec mes expériences de terrain, soit directes, quand moi-même j'étais sur le terrain, soit indirectes, quand je visitais des terrains sur lesquels je ne travaillais pas directement, mais où les équipes de Médecins sans frontières travaillent. Donc ce rapport au pouvoir et à la violence, il est, je ne dirais pas constant, mais il est présent transversalement dans un grand nombre de situations où nous travaillons et il m'a toujours intéressé. C'est aussi un objet de pensée, c'est pas simplement une pratique qu'on improvise au jour le jour. Voilà donc le rapport. Merci. Une autre question. Quelque chose que je dis n'est pas clair, hein, s'il y a une certaine confusion, n'hésitez pas à m'interrompre, à me demander de préciser, hein, ça ne me dérange pas du tout. Merci. Pourquoi enseigner? Pourquoi enseigner? D'abord parce qu'on me l'a demandé. Ça ne me serait pas venu à l'idée tout seul. En 92, je terminais mon dernier mandat de président, mais j'étais encore actif à MSF, enfin actif à plein temps à MSF. Un prof de Sciences Po Paris est venu me visiter pour me proposer de participer à un séminaire de réflexion sur le pouvoir et la violence. Et donc, ces gens de Sciences Po avaient compris qu'il y avait quelque chose comme un phénomène humanitaire qui commençait à apparaître dans les sociétés. Aujourd'hui, c'est banal, ça fait partie du paysage.
À l'époque, c'était relativement, comme je l'ai dit, c'est commencé à s'installer, et c'était relativement nouveau. Et j'ai accepté aussi par curiosité, comme en fait je me suis un peu engagé par curiosité dans la médecine internationale, disons, enseigner non pas la médecine, mais disons les enjeux de l'aide internationale dans des situations politiquement très chargées, très tendues, réfléchir aux limites de faire, mais aux priorités que l'on dresse, comment et pourquoi on les dresse, pour commencer à formuler dans le cadre de cet enseignement. Et je dois dire, même si ça peut apparaître un peu comme un poncif, que j'ai beaucoup retiré moi-même. D'abord parce que d'abord un peu plus jeune, puis beaucoup plus jeune que moi, puisque j'ai enseigné pratiquement pendant temps. Les étudiants ont toujours le même âge, moi, évidemment, je prenais de l'âge. Et donc, c'était pour moi une source d'intérêt. Il y avait aussi l'intérêt d'être obligé de clarifier un certain nombre de choses qui sont souvent confuses dans l'esprit. Quand on doit expliquer à des gens des problèmes, des réponses, des questionnements qui se posent pour le faire. On est obligé de clarifier, de faire affleurer, de rendre visible ce qui est implicite dans les contacts entre des gens qui font la même chose ou à peu près la même chose en se côtoyant tous les jours, vous voyez. Et donc la façon dont je parlais à ces étudiants, ou dont je peux aussi parler dans les médias, mais les médias, c'est de temps à autre, tandis que les étudiants, c'était toutes les semaines un cours qu'il fallait assurer. Je faisais un seul cours, j'ai jamais été, toujours été intervenant, j'ai jamais été enseignant professionnel. Ça m'obligeait à trouver des mots, des expressions, des comparaisons, des analogies historiques, enfin toutes sortes de choses qui, en retour, m'obligeaient à clarifier moi-même ma pensée et à mieux expliquer pourquoi je pensais de cette façon plutôt que d'une autre. Donc j'en ai retiré beaucoup et ça m'a même servi au sein de MSF, parce qu'à MSF il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Ça peut apparaître comme évident quand on voit de l'extérieur tout ce qu'on fait. Il y a des blessés, on envoie des chirurgiens, des enfants malnutris, on envoie des nutritionnistes, etc. Ça peut apparaître comme une série de questions et de réponses tout à fait évidentes, bien cernées, mais dans la pratique, pour les raisons que j'ai dites, charges politiques, enjeux de toutes sortes qui se mêlent à l'action, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Merci beaucoup, Monsieur Broman, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à tous pour votre attention. C'était Reporter Jeune, Normandie Jeune. À très bientôt.